Voici donc les problèmes de stress et de sommeil et le lien aussi avec le poids corporel. Donc tout de suite en partant, je vais juste faire un petit mot de présentation pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore. En fait, mon doctorat est en biologie, l'INRS Institut Armand-Frappier à Laval. Je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire, donc le vieillissement primaire, auteur de 4 livres. Et je suis le président de Eden Technologies, qui commercialise des produits Vitoli et BASS. Donc, durant la conférence de ce soir, je vais vous parler des rôles biologiques du stress. Est-ce que ça permet de mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir ou qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir leur impact sur notre vie de tous les jours? Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le stress chronique et les effets sur le corps humain. Vous allez voir, c'est surprenant. Donc, les centenaires et le stress, je vais vous expliquer quel est le truc en tant que tel des centenaires, qu'est-ce qu'ils font pour moins vivre de stress, en fait, la moyenne des gens, et surtout être moins impactés. Et je vais terminer avec une section sur les recommandations, à la fois sur le stress et sur le sommeil, des trucs très faciles à mettre en application, en fait, là, pour les deux facettes, pour essayer de vous aider à mieux gérer dans la vie quotidienne. Donc, quels sont les rôles biologiques du stress? Parce que le stress a un rôle à jouer en tant que tel, hein. D'un point de vue biologique, le stress, c'est tout à fait normal. Tout le monde en fait. Donc, quand vous voyez des gens qui ont de l'air moins stressés, c'est juste parce qu'ils vivent mieux avec. Soit ils ont appris à mieux vivre avec, ou soit ils ont le type de personnalité qui fait en sorte qu'ils sont moins affectés par le stress. Donc, c'est un processus physiologique qui est nécessaire à la survie, mais qui est ressenti de façon unique pour chaque personne. Et là, je l'ai souligné, là, retenez bien tout de suite en partant cet élément-là. Le stress est unique à chaque personne. Donc, ça dépend vraiment de vous. Il faut que vous appreniez à bien vous connaître. Vous allez le voir, ça va être un des éléments, entre autres, de la conclusion. C'est un état d'alerte. C'est une réponse physiologique, en fait, qui existe pour nous permettre de combattre ou fuir. Donc, les gens qui avaient déjà vu ou lu sur le stress, vous connaissez, en fait, hein, l'énoncé combattre ou fuir. Ici, vous avez l'ours. Je vais reprendre, en fait, hein, l'image de l'ours des cavernes, entre autres, au cours de la conférence. Vous allez voir tout à l'heure, entre autres, pour vous parler de la mémoire. Donc, c'est vraiment c'est vraiment un état d'alerte, tout simplement, pour nous permettre de mieux réagir. Je vais vous le définir plus en détail. Donc, nous déterminons. Hein, je l'ai mis encore là en rouge, tout simplement pour vous souligner le fait que c'est notre cerveau, c'est nous-mêmes qui déterminons qu'une situation est dangereuse pour notre survie. Et là, quand je parle de dangereuse pour notre survie, vous allez voir, je vais y revenir plus loin, là. Il y a des gens qui stressent parce que le gazon est mal coupé, parce qu'il y a des pissenlits. Ils stressent parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui ont peur qu'ils soient mal perçus, hein, par les voisins, par les membres de la famille, dont leur ego risque d'être affecté. C'est nous-mêmes qui déterminons qu'est-ce qui nous stresse. Donc, c'est vraiment important de le comprendre tout de suite en partant. C'est sûr que, bon, oui, un ours d'une caverne, ça risque d'être un vrai élément stressant. Il y a des raisons de stresser. Ça va nous permettre de mobiliser de l'énergie, ça va augmenter le rythme, la force des battements cardiaques. Et ça va nous amener une production d'adrénaline aussi pour accélérer nos actions, nos décisions. Donc, c'est une situation qui va nous permettre de réagir plus rapidement, d'avoir une poussée d'énergie, en fait, pour soit combattre ou fuir. Donc, c'est un état d'alerte en tant que tel qui, bien sûr, si l'état d'alerte est maintenu, va causer des problèmes de sommeil. Et là, tout ceci pour vous parler tout de suite rapidement du sommeil, à quoi ça sert le sommeil, parce que ça va nous permettre de mieux établir comment on fait aussi pour l'améliorer par la suite. Donc, le sommeil va servir bien sûr à réparer, autant d'un point de vue cognitif que d'un point de vue corporel, redémarrer le cycle circadien. C'est le cycle de 24 heures durant lequel on va gérer le métabolisme, hein, la façon dont on produit l'énergie ou encore qu'on l'emmagasine, y compris la faim. Vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure. La production hormonale, la température corporelle, il y a énormément d'éléments qui sont gérés, en fait, d'un point de vue biologique, par le cycle circadien qui, lui, dépend, entre autres, de notre sommeil. Ça va nous permettre de rétablir les équilibres en neurotransmetteurs. C'est les petites molécules qui nous permettent de communiquer d'un neurone à l'autre, en fait, qui permettent le fonctionnement de notre cerveau. Comme vous voyez dans le petit rond, dans le petit cercle, là, c'est une terminaison, ce qu'on appelle une terminaison neuronale. C'est que d'un côté, on va relarguer des petites molécules qui vont aller s'attacher à des récepteurs, en fait, qui sont sur la cellule d'à côté, en tant que tel, et qui vont permettre donc de communiquer un message, tout simplement. Et c'est des réactions de ce type-là, là, en milliards, en fait, à la seconde, qui nous permettent tout simplement de parler, de bouger, de regarder, de voir. Donc, c'est les neurotransmetteurs, en fait, qui nous permettent de le transférer.
Et tout au long de la journée, plus on va utiliser notre cerveau, plus le stock de neurotransmetteurs a besoin d'être rétabli en tant que tel. Et c'est durant le sommeil qu'on va rétablir le stock de messagers chimiques qui sert au cerveau à fonctionner. Ça va nous permettre d'imprégner la mémoire. On va y revenir aussi, vous allez voir, parce qu'il y a un gros lien avec le stress et refaire le plein d'énergie. Donc, le sommeil, en fait, qui sont associés ou occasionnés par les problèmes de sommeil. On parle de la prise de poids, je vais y revenir, la dépression, le mauvais fonctionnement du système immunitaire et bien sûr les problèmes de stress et anxiété. Et là, tantôt, je vous disais, l'anxiété va amener des problèmes de sommeil et les problèmes de sommeil vont accentuer les problèmes d'anxiété. À un point tel que moi, je vous dirais, pour les problèmes de stress, là, essayez d'agir toujours tout de suite en partant sur le sommeil parce que les gens qui vont récupérer un sommeil plus profond et plus réparateur vont réduire automatiquement l'anxiété dans la journée, même durant la journée du lendemain, tout simplement. Ça a un impact tellement important que des fois, on n'a même plus besoin d'agir sur l'anxiété parce qu'elle va baisser d'elle-même. Donc, à quoi sert le sommeil ici? C'est juste pour vous faire réaliser une petite image qui a été publiée dans les Sciences à venir, que j'aime beaucoup, à vous faire réaliser qu'en vieillissant, on a de moins en moins besoin de dormir, mais quand même, 5 ans de plus, on a même une bonne 6 à 7 heures. Et qu'il y a quand même des gens qui vont dormir jusqu'à 8 heures en tant que tel. Donc, plus on est jeune, plus la période de sommeil est longue. Donc, vous voyez, en fait, le orange, là, c'est des bébés de 0 à 3 mois. Le jaune, c'est de 4 à 11 mois. Et là, le vert, c'est 1 à 2 ans. Et ainsi de suite, jusqu'au temps qu'on arrive, en fait, à 65 ans et plus, à laquelle, là, on va avoir une période de 7 à 8 heures, en fait, de sommeil, qui va être une nuit de sommeil normale. Qu'est-ce qui se passe, en fait, durant notre sommeil? On a 4 à 6 cycles habituellement qui vont être de 60 à 90 minutes. Des cycles qui vont nous amener graduellement dans différentes phases de sommeil, donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à revenir à un sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est ici figuré avec des petits carrés rouges. Un élément extrêmement intéressant à vous montrer, là, c'est qu'en bas, vous avez la période de temps, en fait, la durée de temps du sommeil. Donc, ici, on parle d'un sommeil d'environ 7 heures environ. Là. Regarde, vous voyez, le dernier cycle finit à 6h30, plus une petite période. Là, donc, c'est peut-être 7 heures, 7h30 de sommeil. Durant les 3 premières heures, là, vous allez avoir des grands espaces de phase 4 du sommeil qui servent à la récupération du corps en tant que tel. C'est ce qu'on appelle le sommeil profond. Le sommeil profond va amener la réparation du corps, puis va amener la récupération d'un point de vue physique. Et les petites périodes rouges que vous voyez en sommeil paradoxal, elles vont amener la récupération de l'esprit en tant que tel. Donc, c'est le cerveau qui va relaxer, qui va récupérer, en fait, là, qui va refaire, recharger en tant que tel son énergie. Donc, si vous voyez dans les 3 premières heures, vous avez pas mal de récupération physique, très peu de récupération mentale. Durant de 3 heures à 7 heures, vous allez avoir plus de récupération mentale, mais moins de récupération physique. C'est la raison pour laquelle, en fait, non, ce n'est pas équivalent de dormir 2 fois 3 heures ou 2 fois 4 heures même dans une journée. C'est très mauvais en tant que tel parce que vous allez récupérer physiquement, mais votre cerveau ne récupérera pas autant que si vous aviez fait une nuit de 7 ou 8 heures en ligne en tant que tel. C'est pour ça que c'est important, en fait, que les heures soient consécutives. C'est parce qu'au début de la nuit, vous allez récupérer plus physiquement. À la fin de la nuit, vous allez récupérer plus mentalement. Et ce qui va changer beaucoup en vieillissant, c'est ce qu'on appelle les micro-réveils. Donc, les petites périodes que vous voyez là, qui remontent complètement à l'éveil, c'est des petites périodes de temps durant lesquelles vous allez vous rendre compte que vous êtes réveillé. C'est tout à fait normal. Tout le monde en a en tant que tel. Donc, il y a des gens qui ne s'en rendent pas trop compte, il y en a qui s'en rendent plus compte, puis il y en a qui en profitent pour s'inquiéter, ce qui est très mauvais en tant que tel. Donc, c'est normal d'avoir des micro-réveils. Puis le cerveau a tendance à comprendre que les micro-réveils sont beaucoup plus longs qu'on pense. Et que la nuit, et on a tendance à interpréter que notre nuit de sommeil est beaucoup moins bonne qu'on a tendance à penser en tant que tel. Fait qu'il faut garder à l'esprit en tête que les micro-réveils sont tout à fait normaux. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il faut tout simplement continuer à relaxer et se dire que c'est un moment de détente. Puis normalement, vous allez repartir, vous allez dormir encore, tout simplement. Ceci étant dit, un autre élément intéressant à vous montrer, c'est la baisse naturelle de la production de la mélatonine en vieillissant. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi de la mélatonine. On en a tellement parlé, là. Sauf qu'on on dit habituellement que c'est l'hormone du sommeil, si vous voulez, qui va induire la première phase de sommeil. Donc, la mélatonine ne va pas régler des problèmes chez les gens qui se réveillent à 3 heures du matin, qui sont plus capables de se rendormir. Il ne faut jamais prendre de mélatonine au milieu de la nuit. On la prend toujours avant de dormir.
Deux, ça va être juste à la première phase de sommeil. Ça n'aidera pas à garder un sommeil profond et récupérateur très longtemps. Il y a d'autres options naturelles pour ça. Mais la mélatonine dans le corps humain, il faut savoir aussi, bien, pas juste dans le corps humain, tout le domaine biologique au complet, y compris même les plantes encore aujourd'hui, la mélatonine sert de messager aux cellules pour envoyer le message, c'est le temps de réparer en tant que tel. Donc, imaginez-vous donc, regardez le graphique en bas qui est tiré de mon premier livre, qui a été publié en 2016, c'est Vivre jeune plus longtemps. On note qu'à partir de l'âge de 40-45 ans, on a une baisse de 80 de la production de la mélatonine naturelle. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a aucun danger à en prendre de la mélatonine exogène, autrement dit, à en prendre en capsule ou en comprimé, parce que ça ne change rien dans la production naturelle du corps humain. Et il y a une baisse de 80 aller jusqu'à l'âge de 70 ans. Rendu à l'âge de 70 ans, là, la majorité des gens n'ont plus l'augmentation de la mélatonine, de la production de la mélatonine la nuit, qui, oui, aide à induire la première phase de sommeil, mais de l'autre côté, qui envoie aussi le message à toutes les cellules du corps humain, c'est le temps de réparer en tant que tel durant la nuit. Donc, c'est vraiment très, très préoccupant, la baisse de la mélatonine. On ne sait pas d'un point de vue biologique comment ça se fait qu'il y a des gens que la production se maintient, mais la grande majorité des gens, la production va chuter, en fait, comme dans le graphique que vous avez à l'écran. Maintenant, au niveau du cycle circadien, je vous en ai parlé tout à l'heure, en fait, hein, c'est que la production de la mélatonine au début de la nuit va induire le cycle circadien, va amorcer le processus à tous les jours en tant que tel. Puis c'est nécessaire, c'est une obligation d'un point de vue biologique pour avoir une bonne régulation à la fois de votre métabolisme, du système immunitaire, du fonctionnement, de la température corporelle, de la prise de poids corporelle, de l'appétit. Beaucoup de choses sont déterminées en tant que telles par le démarrage du cycle circadien qui, lui, dépend de la production de mélatonine. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la production de mélatonine va être amorcée avec la baisse de la lumière le soir. Donc, vous voyez autour de moi, entre autres, là, maintenant, il fait noir. Donc, quand il fait noir, notre cerveau comprend que bientôt, on va aller dormir et il amorce en fait une augmentation de la production de mélatonine graduellement. Si le soir, on est trop exposé à la lumière, donc comme vous voyez au côté droit en fait de l'image, malheureusement, le cerveau ne comprendra pas le message que c'est le temps d'aller dormir bientôt. Il n'enverra pas la mélatonine, elle ne rejouera pas non plus son rôle de réparation au niveau des cellules, entre autres au niveau de la réparation de l'ADN, ce qui est très, très bien connu. En fait, là, notre code génétique est réparé à toutes les nuits, entre autres par le signal, entre autres de la mélatonine d'un point de vue cellulaire. Et là, ça va augmenter les risques de maladie, les risques de cancer, d'obésité, la dépression, etc. Donc, les problèmes de sommeil qui sont occasionnés, entre autres, par une trop grande exposition à la lumière, là, puis un déphasage du cycle circadien, vont avoir des très, très grandes conséquences au niveau de la santé sur l'augmentation des risques d'une multitude de maladies, mais un vieillissement aussi accéléré. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le stress chronique? Hein? Parce que là, je vais parler des problèmes de sommeil. Je vous ai dit que bon, le stress augmente les problèmes de sommeil, mais le stress chronique est encore l'élément le plus important, le plus problématique dans tout ça. Le stress chronique va découler d'une exposition prolongée et répétée des situations qui nous font sécréter des hormones de stress. Ces hormones ont des rôles très spécifiques et bénéfiques à jouer, mais la surproduction va amener un épuisement. Et si on est en période d'alerte, en état d'alerte constamment, tout le temps, le corps va s'épuiser tout simplement, on va se fatiguer. Et qu'est-ce qui se passe si le corps s'épuise? On va avoir un affaissement du système immunitaire, on va avoir aussi un affaissement de tout ce qui est relié avec le cycle circadien en tant que tel. Donc, on va avoir des problèmes au niveau de l'appétit, on va avoir de la prise de poids corporel, on va avoir une forte augmentation des risques de dépression, puis des problèmes avec plusieurs autres systèmes. Et regardez bien, je vais vous les montrer après cette diapo-là. Ici, ça me permet de juste vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on a l'induction de l'état d'alerte. Hein. Quand on allume la switch pour dire « Hey, oups, on est en danger », qu'est-ce qui se passe au juste? On va percevoir un élément stressant au niveau du cerveau qui va envoyer un message à l'hypothalamus. Donc, c'est perçu par l'hypothalamus lui-même, là, qui va produire en fait une hormone qu'on appelle le CRH pour l'hypophyse, qui, elle, va produire la CTH, qui s'en va vers les surrénales, qui va produire les hormones de stress. Donc, d'un côté, les glucocorticoïdes, qu'on appelle le cortisol principalement, et de l'autre côté, en fait, la médula va nous produire l'adrénaline, la noradrénaline, qui nous permet de prendre des décisions plus rapidement, d'agir plus vite en tant que tel. Ça va amener un bouleversement au niveau des fonctions du cerveau. On va avoir un changement dans la prise de décision, on va avoir des changements au niveau de la mémoire et des changements dans la gestion des émotions. Ici, la mémoire, juste pour faire une petite parenthèse, en fait, un lien avec mon ours des cavernes, je vais vous expliquer rapidement pourquoi, quand on est stressé, on perd la mémoire. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça là, en tant que tel.
on ne fait pas juste perdre la mémoire, c'est qu'on va se rappeler des choses qu'on ne voudrait pas se rappeler non plus. Entre autres, les gens qui ont vécu un élément traumatisant dans leur vie, comme par exemple un gros accident d'auto, souvent ils vont s'en rappeler tout le reste de leur vie, même s'ils voudraient essayer de l'oublier. Pourquoi on s'en rappelle tout le temps? C'est parce qu'imaginez-vous l'homme des cavernes, là. C'est une question d'évolution. Hein? C'est que imaginez-vous l'homme des cavernes qui rentrait dans une caverne dans laquelle il y avait l'ours des cavernes. Eh bien là, il va se passer deux choses. Soit il va combattre, soit il va fuir. Mais une chose est sûre, s'il survit à cette fois-là, il est mieux de s'en rappeler. Parce que la fois d'après, s'il rentre dans la même caverne, il risque de se faire manger, tout simplement. Donc, ce qui va se passer dans un état d'alerte extrême, c'est que le cerveau va faire de la place à la mémoire pour imbriquer dans la mémoire ce qu'on vient de vivre, pour nous dire, regarde ça, là, c'est extrêmement dangereux, il ne faut pas que tu vives ça une autre fois. Fait que je vais m'arranger que tu t'en rappelles tout le reste de tes jours. Fait que malheureusement, en fait, cet élément-là fait en sorte qu'il y a des gens qui se rappellent de choses qu'ils aimeraient oublier. Hein? C'est évident, entre autres les éléments traumatisants. Mais c'est la raison, entre autres, aussi pour laquelle, dans des situations de stress, on va perdre la mémoire. Outre le fait que la fatigue est problématique pour apprendre puis avoir une bonne mémoire, le stress va lui-même, en fait, faire de la place pour qu'on se rappelle des éléments stressants. Donc, les signes du stress chronique, probablement que vous les connaissez déjà en grande partie. Donc, on parle de fatigue permanente, des problèmes de concentration, des troubles de l'humeur, la perte de mémoire, les troubles digestifs, la migraine, les manques d'appétit, la prise de poids, la dépression, le manque d'intérêt et le mauvais fonctionnement du système immunitaire. Donc, le stress chronique a énormément d'impact, en fait, sur le corps humain. Donc, le fait de stresser de façon permanente tout le temps, c'est extrêmement mauvais. Et regardez bien si on y va un petit peu plus en détail. Puis là, je vais vous les lire. Je sais que c'est très, très petit. C'est parce que j'avais besoin de beaucoup d'espace. C'est une image aussi qui est tirée de mon premier livre. Donc, le stress physiologique chronique va amener une production des glucocorticoïdes qui va amener des réponses physiologiques. Au niveau du cerveau, ça va baisser la production des connexions entre les neurones, ça va baisser la plasticité neuronale. Ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est notre capacité à apprendre tout simplement, puis à retenir des choses. Donc, bien sûr, ça va amener une baisse de l'apprentissage, des habiletés cognitives et une augmentation des risques de dépression. Au niveau du système immunitaire, on a une baisse de la réponse immunitaire de la première ligne de défense, puis une baisse de la réponse immunitaire des anticorps, la deuxième ligne de défense. Donc, les deux lignes de défense du système immunitaire vont s'affaisser, ce qui va augmenter les risques d'infection. Au niveau du système musculaire, c'est un peu la même chose que le système osseux. On va avoir une perte de masse musculaire, une perte de masse osseuse, une baisse de la force musculaire et de la motricité musculaire, et donc une augmentation de la fragilité des muscles. La même chose du côté des os. En fait, on va avoir une augmentation de la fragilité osseuse, des fractures et des risques d'ostéoporose. Et là, je vous ajoute un élément qui est issu, entre autres, d'une conférence que j'ai donnée l'automne dernier sur le métabolisme. Et j'en donne un autre, en fait, d'un congrès international en juin sur le sujet, en fait. On va avoir aussi au niveau du métabolisme un très, très gros impact. Puis je vais y revenir en lien avec le poids corporel. Là. On a une baisse d'efficacité des mitochondries, une baisse d'utilisation du glucose dans plusieurs des tissus, une baisse de la lipolyse, ce qui nous permet d'aller chercher même nos réserves d'énergie dans notre graisse accumulée. On va avoir une baisse de la capacité à le faire, tout simplement par le stress chronique. Donc, quelqu'un qui est en stress chronique, qui essaie de perdre du poids, ça ne marchera pas en tant que tel. Et là, on va avoir une augmentation même de la production de glucose par le foie, ce qu'on appelle la néoglucogénèse, une augmentation de la production d'insuline, de l'appétit, une augmentation des problèmes de sommeil, puis bien sûr, une augmentation du poids corporel. Ceci étant dit, donc, il y a beaucoup d'études sur les animaux, même qui ont montré que les effets du stress sur le métabolisme sont beaucoup pires encore durant la période de repos, donc durant le sommeil. Donc, si on a un sommeil perturbé, qu'on est stressé pendant la nuit, on va avoir un impact beaucoup plus important au niveau de notre métabolisme, qui va faire que d'un côté, on est encore plus fatigué parce qu'on n'est pas capable de produire suffisamment d'énergie. Et de l'autre bord, on va avoir tendance à la stocker, l'énergie, parce qu'on ne s'en sert pas, ça fait qu'on va prendre du poids. Et vous allez voir, et ces réponses, en fait, physiologiques-là, problématiques, peuvent venir à la fois même de l'impact du stress ou du déphasage du cycle circadien que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc, il faut faire attention, on n'est pratiquement pas capable de savoir qu'est-ce qui cause quoi en tant que tel. Donc, pour vous résumer les impacts du stress chronique, en fait, sur le poids corporel, regardez bien, c'est une petite image que j'ai faite, en fait, pour ramener tous les éléments. Donc, le stress chronique va bien sûr causer des problèmes de sommeil. Et là, on sait, regardez en bas ce que j'ai marqué, là, une seule mauvaise nuit de sommeil modifie déjà le métabolisme. Et ça va faciliter tout simplement la prise de poids. Déjà à la première mauvaise nuit de sommeil. Et là, les problèmes de sommeil, pourquoi en tant que tel? C'est que ça va réduire rapidement la sensibilité à l'insuline. On va devenir un peu plus résistant.
ça va affecter l'appétit et ça va augmenter notre envie pour des aliments riches en énergie. C'est normal quand on est fatigué d'avoir le goût de manger du chocolat ou d'avoir le goût de manger des barres de chocolat ou d'avoir le goût de manger du fast-food en tant que tel. Parce que notre cerveau sait que c'est là qu'on peut aller chercher de l'énergie. Puis techniquement, quand on est stressé en tant que tel, qu'on est fatigué, le cerveau répond à ça en se disant: j'ai besoin d'énergie, je suis en situation d'alerte. C'est ça la raison en grande partie. Il y a plusieurs autres facteurs. En fait, c'est que le stress va réduire l'efficacité des mitochondries, qui sont toutes nos petites usines à production d'énergie au niveau de la cellule. Et ça va faciliter la prise de poids parce qu'on est moins capable de produire de l'énergie, tout simplement. Et le cortisol, qui est l'hormone de stress, en tant que tel, le stress chronique, c'est l'hormone qui est utilisée aussi pour gérer l'appétit. C'est le cortisol qui envoie le message de production de la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, hein, qui va, elle, causer une augmentation de l'appétit, qui va faciliter la prise de poids. Mais regardez bien, ça ne s'arrête pas là encore. C'est que la gréline, l'hormone de l'appétit, elle est reliée au centre de la récompense. Qu'est-ce que c'est que le centre de la récompense? C'est que dans le cerveau humain, là, on a un système qui nous permet d'être récompensé si on fait des bonnes choses, de façon à s'assurer qu'on va avoir tendance à les refaire. Imaginez-vous, en fait, l'homme de caverne de tantôt, qui est dépressif parce qu'il vient de faire face à son ours de caverne, là, puis il perd l'appétit. Il pourrait se laisser mourir en tant que tel. Ben, le corps humain ne fera pas ça. S'il a tendance à être dépressif, il va envoyer un message: sais-tu, moi, je te récompenserais si tu mangeais quelque chose. Fait que le centre de récompense va servir, entre autres, en situation de stress. On va tendance à se réconforter en mangeant. La raison est là, en tant que telle. C'est biologique en tant que tel. Le problème de ça, c'est que le centre de récompense, il est conditionné. C'est qu'on a appris dans notre jeune âge, puis là, si on a des parents en ligne à soir, là, la pire chose à faire, c'est de récompenser vos enfants en les amenant manger du fast-food. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de les conditionner au fait que plus tard dans leur vie, mais qu'ils fassent quelque chose d'intéressant, mais qu'ils soient contents d'eux-mêmes, ou encore qu'ils vivent des situations difficiles, ils vont se virer vers le fast-food tout simplement, puis ils vont se bourrer à la face de malbouffe. C'est extrêmement mauvais. Donc, le centre de conditionnement, il retient ce que vous avez utilisé pour vous récompenser dans le passé en tant que tel. Donc, il faut faire extrêmement attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les amener manger au restaurant pour souligner quelque chose. Choisissez des restaurants dans lesquels ils vont bien manger, des repas très équilibrés, et vous allez développer là une habitude de, s'ils veulent se récompenser, oui, manger un bon repas au restaurant, c'est correct, mais manger quelque chose de bien. Donc, ceci étant dit, normalement, dans l'alimentation, quand on va se nourrir, on va s'alimenter, on va avoir une augmentation de la production d'insuline qui automatiquement va baisser l'appétit via une petite région du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, là, quand j'ai parlé de la réponse au stress. Mais imaginez-vous qu'en stress chronique, quand on mange des aliments riches en calories, parce que là, quand on a des problèmes de stress chronique, on a des problèmes de sommeil, automatiquement, vous allez augmenter votre désir de manger des aliments riches en calories. Vous allez augmenter d'un facteur 10 votre production d'insuline. Et malheureusement, ça va désensibiliser l'amygdale, qui, elle, va arrêter de dire vous avez plus faim. Donc, vous allez avoir encore de l'appétit, même si vous mangez des repas extrêmement riches en calories. La raison pour laquelle, justement, le stress chronique fait prendre du poids très facilement, c'est ça. C'est qu'on mange plus, on ne se rend pas compte qu'on n'a plus faim, en plus d'avoir tendance à vouloir manger des aliments beaucoup plus riches en calories. Et là, ici, retenez aussi, j'ai marqué notez bien, là, quand manger est aussi important. Parce que si on mange des repas extrêmement riches en calories, encore là, dans le dernier repas de la journée, vous allez prendre du poids plus facilement. C'est biologique. En fait, c'est dû à votre métabolisme, le cycle circadien. Donc, le matin, notre métabolisme est enclin à nous produire de l'énergie parce que la journée commence. Le soir, notre métabolisme est enclin à stocker l'énergie parce que la journée est finie. Puis on se dit, ben, vous n'avez pas besoin de toute cette énergie-là pour dormir, on va la mettre dans les réserves pour le lendemain. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle il faut faire attention aussi à quand on mange, en fait, puis aux repas extrêmement riches en calories. Regardez ici, c'est une étude récente, le lien entre l'hormone de l'appétit, donc ça s'appelle la gréline, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, et le centre de récompense. Il y a une corrélation entre le type de diète, on parle entre autres du fast-food, le niveau de production de la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, et la perte de graisse abdominale, la sensibilité à l'insuline. C'est que les gens qui mangent tout le temps vont produire moins de l'hormone de l'appétit, vont avoir plus de difficultés à perdre du gras abdominal. C'est un peu drôle à dire, là, mais d'avoir faim, ça a un gros bénéfice au niveau de la santé. Si vous produisez plus de l'hormone de l'appétit, vous allez automatiquement perdre plus de graisse abdominale en tant que telle quand vous êtes en train de perdre du poids. C'est une des raisons, une des différences qu'on a, entre autres, on a déjà parlé ensemble, Isabelle, là, entre les diètes réduites en calories versus le jeûne intermittent.
Le jeûne intermittent, vous allez avoir une grande période de temps durant laquelle vous allez avoir une augmentation de la ghreline, mais il ne rentre pas d'aliments. Et la différence, c'est que là, automatiquement, le corps va avoir tendance à aller chercher dans les réserves de graisse abdominale, ce qui est la meilleure, en fait, des graisses à perdre en tant que telle, quand on veut perdre du poids. Donc, tout ceci est relié en tant que tel avec l'hormone de la faim. Et le centre de récompense est en grande partie conditionné, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut faire attention à ce qu'on considère être une récompense. Donc, c'est notre cerveau qui le décide. Ça fait qu'à tous les jours, vous pouvez décider que votre récompense à vous, ça va être autre chose. Donc, c'est votre cerveau qui le décide et c'est vous qui deviez contrôler normalement votre cerveau. Au niveau des prévalences des problèmes de sommeil, gardez bien une étude qui a été publiée l'an dernier, c'est en juillet. En fait, en juillet, à toutes les années, c'est le congrès de l'European Society of Cardiology, dans lequel il y a toujours une panoplie d'études vraiment extraordinaires, en fait, qui sont présentées. Donc, une étude qui nous montrait que 9 personnes sur 10 n'avaient pas des bonnes nuits de sommeil. C'est que ce qu'on interprète comme étant, en fait, des problèmes d'insomnie, la définition, c'est d'avoir au moins 3 mauvaises nuits de sommeil par semaine durant au moins 3 mois consécutifs. Donc, les problèmes d'insomnie, c'est des problèmes de sommeil chroniques. Mais si vous dormez mal 3 soirs dans une semaine, juste une semaine par mois, ça ne sera pas catégorisé de l'insomnie, mais vous avez quand même des problèmes de sommeil. Et même il y a juste une mauvaise nuit de sommeil, il y a déjà un impact sur notre métabolisme. Donc, c'est 9 personnes sur 10 qui, occasionnellement, en fait, vont avoir des problèmes de sommeil. 30 de la population ont carrément des problèmes d'insomnie. Donc, l'incidence a beaucoup augmenté au cours des dernières années. C'est 1,4 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et il y a bien sûr beaucoup de facteurs concomitants. Donc, le 1,4 fois chez les femmes dépend beaucoup, en grande partie, de la variation hormonale, des symptômes reliés à la ménopause. Et les autres facteurs concomitants qui peuvent toucher les deux sexes, c'est bien sûr la douleur, le stress, les problèmes d'apnée du sommeil aussi qui touchent énormément de gens. Juste quelques éléments pour vous montrer à quel point, en fait, les problèmes de sommeil peuvent avoir un gros impact au niveau de la santé. Ici, c'est une étude de 2018, 1517 adultes, 60 ans et plus. C'est plus de 10 ans de suivi en tant que tel. Les taux d'incidence de démence et de décès, toutes causes confondues, sont plus élevés chez les participants à l'étude ayant une durée du sommeil quotidienne de moins de 5 heures versus 5 à 7 heures. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que biologiquement, c'est 5 heures la marque qui devrait sonner une cloche, en fait, allumer une lumière d'alarme puis dire, hey, là, vous dormez vraiment pas assez. À 5 heures et moins par nuit, c'est vraiment pas suffisant en tant que tel. 6 heures, ça peut l'être. 5 heures, c'est vraiment pas suffisant, en fait, comme nuit de sommeil, puis ça augmente les risques de tout un paquet de maladies. Donc, les problèmes de sommeil vont modifier le métabolisme qui va augmenter la masse adipeuse, donc la prise de poids, comme je l'ai mentionné, va amener une perte de masse musculaire puis un débalancement de la gestion du glucose avec une augmentation des risques de développer du diabète de type 2. Et regardez bien la dernière, c'est vraiment très frappant. Là. 2018, ça a été publié aussi par la Société européenne de cardiologie, donc en juillet 2018. Les hommes de 50 ans ayant 5 heures et moins de sommeil par jour ont 2 fois plus de chances d'être victimes d'un accident cardiaque au cours des 20 prochaines années. 2 fois plus de chances les 20 prochaines années. C'est un risque aussi important que le fait de fumer ou d'être atteint du diabète à l'âge de 50 ans. C'est énorme, en fait, l'impact des problèmes de sommeil. Donc, ceci étant dit, donc sur une période de 3 à 5 ans, les gens qui ont des problèmes d'anxiété, justement, qui vont amener des problèmes de sommeil, généralement, les gens vont avoir les deux. Malheureusement, ça vient ensemble. On va avoir 2 fois plus de risques de développer de l'anxiété si on a des problèmes de sommeil. On va avoir 4 fois plus de risques de développer une dépression et on va avoir une augmentation du poids et de risque d'obésité. Maintenant, il y a des choses que l'on peut faire pour ça. Avant de passer à mes recommandations, on va regarder un peu une particularité des centenaires, en fait, qui est un élément extrêmement intéressant à garder à l'esprit parce que ça se développe. Quand je vous parle des centenaires, je vous parle des populations qui ont 5 à 10 fois plus de chances d'atteindre 100 ans que la moyenne nord-américaine. C'est énorme. C'est des populations dans lesquelles on a un incidence de maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer, de cancer qui est nettement inférieur, en fait, à partout ailleurs dans le monde. Donc, on en connaît de ces populations-là qui ont été bien décrites, entre autres Okinawa. Il y en a en Italie, il y a la Sardaigne, entre autres. Il y a une île de la Grèce, il y a une région du Costa Rica, il y a une région de la Californie. Donc, il y a différentes régions du monde. Un élément fort intéressant qui explique, entre autres, pourquoi les centenaires vivent beaucoup moins de stress, ou du moins sont moins affectés par le stress de tous les jours, c'est leur personnalité. Et quand ce qu'on appelle la personnalité, puis là, bon, je vous donne la définition qui est plate et bébête, là, ça réfère à un état stable de caractéristiques cognitives, de motivation, de caractéristiques sociales, émotionnelles et comportementales. Donc, ce qu'on définit comme étant la personnalité.
qu'est-ce qu'elle a en particulier, la personnalité des centenaires? Donc, il y a des études qui ont relevé les éléments de personnalité des centenaires du Japon, de la Suède, des États-Unis et de l'Europe. C'est un des seuls éléments de la caractérisation des centenaires qui est vrai partout dans le monde. Le reste varie. Toutes les habitudes de vie varient, même s'ils ont des habitudes de vie qui sont semblables, similaires, ça varie. Mais au niveau de la personnalité, elle est toujours pareille. Donc, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et c'est un élément qui dépend beaucoup de la génétique. Donc, ici, vous avez quelques éléments, en fait, juste vous montrer la dépendance génétique, là. Le neuroticisme, c'est le fait d'avoir des tendances à être négatif tout le temps. En passant, les chialeux vivent moins longtemps. OK? Et c'est à 43 de la dépendance génétique en tant que tel, le neuroticisme. Mais le fait d'être consciencieux ou extraverti, ça a des dépendances génétiques à 43 et 47 respectivement. Ça, c'est des éléments qui appartiennent aux gens des populations centenaires. Donc, les centenaires sont consciencieux, agréables, efficaces, faciles à vivre en tant que tel, tout le temps, en tant que tel. Ils vont avoir une attitude de vie positive, sont optimistes, sont ricaneurs. Donc, c'est vraiment des gens qui sont agréables à côtoyer. Et ils vont avoir une grande capacité à exprimer leurs émotions librement sans les refouler. Donc, ça, c'est des caractéristiques extrêmement importantes pour bien vivre le stress. Donc, ils ne vivent pas de stress parce qu'ils ne s'en font pas de toute façon. C'est du monde qui ne s'inquiète pas, mais ils sont quand même très consciencieux. Mais ils vont avoir une vision très positive, autant du présent, du passé que de l'avenir. Grosso modo, qu'est-ce que ça permet, en fait? C'est que ça va rendre les centenaires plus heureux. Quand on est plus heureux, on est moins stressé. En fait, on est moins affecté en tant que tel par le stress. Ça va augmenter la qualité de la vie sociale qui, elle, améliore aussi la gestion du stress, bien sûr. Et d'un autre côté, ça les maintient plus en santé. Et c'est très, très bien démontré en tant que tel. Le fait d'être fondamentalement positif améliore de beaucoup votre longévité en santé. Et là, gardez à l'esprit un élément intéressant, c'est une image qui est tirée toujours de mon premier livre, dans lequel j'ai décrit grosso modo les habitudes de vie en 4 grands facteurs. L'alimentation, l'activité physique, on parle tout le temps, la saine gestion du stress et de l'anxiété dans laquelle j'ai inclus la qualité du sommeil et la vie sociale de qualité en tant que telle, qui est entre autres dépendante de notre capacité à parler de nos émotions avec nos amis. Et tout ceci, en fait, est facilité par un 5e facteur que j'appelle un facteur facilitant, justement, qui est l'attitude positive envers soi-même et envers la vie. Donc, c'est la personnalité typique des gens centenaires. Et ça se développe en tant que tel. Donc, justement, quoi faire pour améliorer à la fois votre sommeil et la gestion du stress? Donc, 5 trucs qu'on va passer un à un ensemble. Donc, avant tout, agir sur le sommeil, j'en ai parlé au tout début de la conférence. Par la suite, apprendre à se connaître, c'est extrêmement important. Développer la résilience, trouver des trucs qui nous conviennent et utiliser aux besoins des produits de santé naturelle de qualité. Vous allez voir, ça peut être extrêmement intéressant. Même moi-même qui beaucoup dans la gestion du stress du sommeil, j'ai donné beaucoup de conférences, j'en ai parlé dans mes livres. Je vais quand même utiliser des produits de sommeil de qualité, des produits naturels de qualité au besoin pour la gestion du stress et du sommeil. C'est possible qu'on en ait éventuellement besoin. Donc, au niveau des problèmes de sommeil, il faut savoir avant tout, hein, sachez que l'usage prolongé des somnifères chimiques n'est pas recommandé. Donc, c'est possible dans votre vie, à un moment donné, que vous en ayez besoin, soit parce que vous passez une période difficile, vous vivez un deuil, donc ça peut être tout à fait normal d'en avoir besoin pendant une période de temps. Sachez en fait que la très, très grande majorité des somnifères sont recommandés pour des périodes de 7 à 10 jours. 7 à 10 jours. Je n'ai pas dit 7 à 10 ans, là. OK? Parce que, entre autres, ça va augmenter les risques de chute, d'altération des fonctions psychomotrices. Il y a des somnifères hein, que le lendemain matin, vous avez encore l'état d'ébriété équivalent à 0,05 d'alcool à peu près dans le sang, imaginez, pour des fois des périodes de 12 à 18 heures. Donc, oui, malheureusement, normalement, on ne serait pas supposé conduire pour au moins 12 heures de temps. Fait qu'imaginez l'heure à laquelle vous prenez un somnifère. Le matin, il y a plein de monde qui conduisent, qui sont encore techniquement en léger état d'ébriété. Mais ça va amener des troubles de mémoire, donc l'amnésie antérograde, mais aussi des risques d'Alzheimer, en fait, et de démence à divers degrés, des troubles de comportement, des inhibitions, altérations d'état de conscience ou encore causer des chutes. Donc, chez les personnes plus âgées, c'est très, très fréquent que les somnifères vont être responsables de des chutes qui vont causer des fractures de la hanche, puis 20 une personne sur 5 va décéder des suites, en fait, d'une fracture de la hanche, malheureusement. Donc, c'est vraiment à faire extrêmement attention. Donc, agir sur le sommeil, en fait, pourquoi, comment,
en fait, comment on peut agir en tant que tel sur le sommeil. Le sommeil est nécessaire pour rétablir les réserves en neurotransmetteurs. J'en ai parlé au début, si vous les avez épuisés. Pour imprégner la mémoire pour l'apprentissage, si vous avez appris quelque chose. Pour réparer, refaire les réserves d'énergie. Et le cerveau va savoir quand c'est le temps de dormir si vous établissez une routine. Donc, gardez bien, en fait, dans les trucs pour le sommeil, là, on va repasser sur ces éléments-là. C'est les facettes les plus importantes pour améliorer votre sommeil. Donc, pour refaire les réserves en neurotransmetteurs, il faut avoir utilisé nos neurotransmetteurs, il faut avoir utilisé notre cerveau, il faut avoir fait des activités durant la journée qui sont exigeantes pour le cerveau. Qu'est-ce que c'est qu'une activité exigeante pour le cerveau? Oubliez les mots croisés en passant, hein. Ça a une petite utilité pour la mémoire, ce n'est pas très exigeant en tant que tel. Ce qui est exigeant pour le cerveau, c'est toutes les activités qui vont demander beaucoup de coordination. Comme par exemple, entre autres, tous les sports de raquettes sont très exigeants pour le cerveau parce que vous avez à coordonner l'œil, la main en tant que tel, puis votre déplacement sur le terrain. Les sports, de façon générale, sont exigeants pour le cerveau parce que vous avez juste à penser à pédaler sur un vélo, là. Vous avez à garder l'équilibre, gérer le champ de vision en tant que tel, puis garder la séquence pour pédaler. Ça, c'est exigeant pour le cerveau. Mais la danse, en tant que telle, va être aussi exigeante pour le cerveau. Donc, tout ce qui va demander la coordination de plusieurs systèmes, les jeux vidéo sont extrêmement exigeants pour le cerveau en tant que tel. Bien sûr, la gestion des émotions. Donc, les activités sociales, en général, vont être exigeantes pour le cerveau parce que la gestion des émotions est très, très exigeante. Et là, vous avez juste gardé à l'idée, là, ça vous est sûrement déjà arrivé dans votre vie que vous avez vécu un deuil, vous avez eu à aller à un enterrement, par exemple, qui vous a beaucoup affecté. Vous n'avez pas fait grand-chose cette journée-là, puis le soir, vous étiez brûlé. Hein, vous étiez extrêmement fatigué. Pourquoi? Parce que vous avez géré des émotions toute la journée, puis le soir, le cerveau était épuisé. Donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point, justement, la gestion des émotions, c'est exigeant. Ben, les activités sociales qui vont vous amener aussi toutes sortes d'émotions, mais des émotions bénéfiques, encore plus si vous en parlez en tant que tel, va aussi amener justement des activités exigeantes et va faire en sorte que le soir, vous allez mieux dormir parce que vous allez avoir donc utilisé vos réserves de neurotransmetteurs. Maintenant, l'apprentissage. Vous avez besoin de dormir pour imbriquer la mémoire. Donc, le cerveau a besoin, absolument besoin de dormir pour aller imprégner la mémoire quand vous apprenez quelque chose. Donc, si vous apprenez quelque chose, vous allez forcer le cerveau à dormir. Donc, ça va vous aider en tant que tel à dormir. Donc, autant que possible, lisez des choses que vous voulez apprendre. Et quand je parle de lire des choses que vous voulez apprendre, ça peut être très varié, là. Il y a des gens que ça peut être un nouveau hobby qui ont toujours rêvé, en fait, de développer. Il y a des gens que ça peut être de voyager, comme Isabelle qui adore voyager. Je suis certain qu'Isabelle a déjà lu, entre autres, des textes, des livres sur des pays que tu voulais aller voir, puis involontairement, ton cerveau a essayé de retenir ce que tu étais en train de lire parce qu'il savait qu'il risquait d'avoir à s'en resservir par la suite. Donc, c'est vraiment pas nécessairement intentionnel, mais si vous lisez des affaires qui vous intéressent, que vous voulez inconsciemment réutiliser par la suite, le cerveau va essayer de les retenir et ça va vous aider à dormir. Donc, c'est une bonne idée peut-être de lire un roman pour relaxer le soir avant de dormir. Ça peut faire partie de votre rituel. Sauf que si vous lisez quelque chose que vous avez un intérêt à retenir l'information, normalement, ça va vous aider encore plus à dormir. Réparer les réserves d'énergie. Donc, si vous êtes actif de façon journalière, vous allez être plus fatigué, vous allez avoir une plus grande facilité à dormir, ça va de soi. Et la routine, c'est extrêmement important. Au moins 1 heure avant de dormir, toujours refaire exactement la même chose. Votre cerveau va comprendre que ça va être bientôt le temps de dormir si vous refaites toujours les mêmes activités le soir avant de dormir. C'est important d'avoir un rituel du dodo. Et il y en a que c'est vraiment, vous allez voir, je vais y revenir là, parce que c'est un élément bien important. Il y en a que ça va être une tisane, il y en a que ça va être le fait de se mettre en pyjama, il y en a que ça va être le fait de lire un petit peu, il y en a que ça va être le fait de faire du yoga, peu importe. Vous n'avez pas besoin d'essayer de tout faire ça, là. C'est d'en avoir en fait, une activité qui est toujours la même à tous les soirs. Donc, on va les passer, en fait, ce qu'on appelle les recommandations d'hygiène du sommeil. Il y en a 15, puis là, je vais vous faire une petite surprise, je vais vous en faire 16. Parce que dernièrement, on a filmé la 2e saison des émissions de télévision La Santé autrement. Donc, j'anime une émission de télévision à laquelle Isabelle a participé à la première saison. Et dans la 2e saison, on parle des problèmes de sommeil. Il y avait un expert avec nous qui nous a donné sa meilleure recommandation, qui n'est même pas dans les 15 que je vais vous dire là. Ça fait que je vais la garder pour la fin, je vais vous en faire une 16e. Donc, réservez au moins 1 heure ou plus avant de vous coucher pour vous détendre. Donc, ça fait partie de la période de rituel, mais il faut relaxer. Il faut ralentir en tant que tel. Vous avez 2 phénomènes dans le corps humain. Vous avez un système d'éveil
puis un système d'endormissement. Puis d'un problème de sommeil, il y a des gens que c'est un ou l'autre qui est problématique ou les deux en même temps. Donc, si votre système d'éveil demeure éveillé, il va combattre le système d'endormissement, il ne vous laissera pas vous endormir. D'un autre côté, si votre système d'éveil est en train de baisser tout simplement, puis de l'autre côté, vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous endormir, le système d'endormissement n'embarquera pas. Si vous ne produisez pas la mélatonine, par exemple, vous avez été trop exposé à la lumière. Donc, vous avez les deux systèmes qui risquent de se combattre en tant que tels. Et c'est important donc de réserver une heure pour permettre au système d'activation, d'éveil, de commencer à baisser sa garde puis à diminuer tranquillement. Donc, si c'est une pause, un congé, il n'est plus question d'essayer de résoudre des problèmes. Il faut remettre les tâches, les soucis, réflexions au lendemain. C'est une étape de relaxation qui est nécessaire pour faire baisser le niveau d'activation physiologique. Donc, ce n'est pas le temps de finir votre rapport d'impôt en passant. Ce n'est pas très, très bon pour le sommeil, ça, à ce temps-ci de l'année. Le deuxième, développer un rituel avant d'aller au lit. Donc, c'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure, en fait, l'importance du rituel. Ça conditionne la relaxation et au coucher. Ça devient associé dans votre esprit à la fin des activités. Donc, votre cerveau va comprendre que, bon, ça achève, là, je vais bientôt me reposer en tant que tel. Donc, c'est bien important. Vous pouvez inclure beaucoup de choses. Je vous ai mentionné des éléments tout à l'heure. La musique peut être un bon élément aussi. Donc, la musique relaxante. Et là, j'en profite justement pour souligner les disques de mon ami Richard Abel, parce qu'en plus, c'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Donc, moi, mon fils, le dernier, écoutez, il a écouté pendant 5-6 ans, en fait, de la musique de Richard Abel, de la musique classique au piano, tous les soirs avant d'aller se coucher. Il monopolisait les disques dans la maison. Ils étaient tous dans sa chambre. Et à un moment donné, j'ai demandé à Richard, j'ai dit, Richard, tu ne nous ferais pas spécifiquement des disques qui seraient justement pour la relaxation ou pour s'endormir. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant la pandémie. Il a produit 2 disques, le volume 1, le volume 2, donc Dors bien mon ange et Sur les ailes du rêve. Donc, vous pouvez trouver sur richardabel.ca. Là, c'est des disques extraordinaires, en fait, pour relaxer et s'endormir. Si on continue, le point 3, allez au lit lorsque vous vous sentez somnolent. Vous allez voir, je vais vous dire de respecter votre horaire de sommeil tout le temps, mais c'est le lever qui est le plus important. Le coucher l'est beaucoup moins. Donc, c'est intéressant d'attendre le message. Donc, puis là, d'attendre le message puis de le respecter cependant, par exemple. Donc, quand vous commencez, puis là, faites attention, hein, si vous mangez le soir, en fait, après le repas du soir, c'est normal que vous vous sentiez tout d'un coup une baisse d'énergie. Ça ne veut pas dire d'aller vous coucher, là. C'est une baisse d'énergie qui est due à l'appel de sang de l'estomac, tout simplement, qui va faire baisser un petit peu la pression artérielle. Vous aurez tendance à vous sentir un peu fatigué. Allez donc marcher, ça va passer, puis ça va vous aider à digérer. Lorsqu'on parle ici, c'est genre à 10 heures le soir, vous êtes assis sur le sofa, puis là, vous sentez ramollir, là, puis là, vous sentez partir tranquillement. Bien là, allez vous coucher. Vous sentez partir, là, c'est pas le temps en vous levant de passer par la cuisine puis de finir la vaisselle. Ça, c'est une bien mauvaise idée, là, parce que là, vous allez vous réveiller. Respectez le messager, puis allez vous coucher. Mais tant que vous ne l'avez pas senti, allez-y pas. Attendez, en fait. Continuez à relaxer, allez-y pas nécessairement tout de suite. Donc, allez-y quand vous vous sentez somnolent. Essayez de ne pas vous coucher ou de vous lever trop tard la fin de semaine, ne pas perturber votre rythme de sommeil. Donc, vous devriez respecter les heures de coucher et de lever le plus possible, tout le temps, toute l'année, y compris pendant vos vacances. Puis, c'est encore plus important en vieillissant. Quand on vieillit, on perd de la capacité d'adaptation. On a beaucoup de difficultés à se remettre d'une soirée qu'on s'est couché beaucoup plus tard, par exemple, ou un matin qu'on s'est levé beaucoup plus de bonne heure que d'habitude. C'est parce qu'on vient d'éphaser tout simplement le cycle circadien. Réserver le lit pour le sommeil et les activités sexuelles. 6, il peut être bénéfique pour certains d'inclure un rituel du coucher, un peu de lecture ou de télévision au lit, mais c'est habituellement déconseillé, la télé, et c'est surtout pas le bon moment de se tenir au courant de l'actualité. Parce que là, vous risquez de partir une spirale, en fait, là, où ce que là, maudit, je suis pas content de ce qu'ils viennent de décider, là, puis son programme, nanana, puis ils réussiront pas avec le système de santé, puis tu sais, vous risquez justement d'embarquer dans des réflexions que c'est pas le temps d'avoir. En fait, c'est une période de relaxation. Donc, c'est à éviter d'écouter les nouvelles le soir le plus possible. 7, l'exercice physique régulier, ça aide à la qualité du sommeil. Cependant, évitez toujours l'exercice exigeant. Et là, j'insiste, exigeant, 3 heures avant de vous coucher. Donc oui, d'aller prendre une marche après le souper pour vous aider à digérer, c'est une très, très bonne idée. D'aller sprinter, en fait, faire des exercices musculaires, ça, c'est pas une bonne idée. En fait, on ne fait pas ça en soirée. On le fait durant la journée. Évitez la caféine à partir de 3 heures de l'après-midi. Ne mangez pas lourdement avant d'aller vous coucher, bien sûr. Limitez la consommation d'alcool et de nicotine. L'alcool, on a l'impression de bien dormir quand on prend plus d'alcool, mais ce n'est pas vrai. Hein? Vous n'allez pas atteindre le sommeil profond
est réparateur, puis vous n'allez pas atteindre non plus le sommeil paradoxal. Donc, les gens qui vont se coucher, qui ont beaucoup bu, en fait, ou qui ont dépassé 1 ou 2 verres, vont nuire au sommeil profond, au sommeil le plus récupérateur, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. 11, réduisez l'intensité des écrans d'ordinateur, c'est la lumière, en fait. C'est l'exposition à la lumière le soir va réduire votre production de mélatonine. Je vous ai montré qu'elle baisse déjà en vieillissant, donc ce n'est pas une bonne idée en tant que telle d'être exposé aux lumières bleues des écrans de façon trop importante en soirée. Établissez un bon environnement de sommeil avec le moins de distractions possible. Quand on parle de bon environnement de sommeil, c'est à la fois la température et la luminosité, mais aussi faites attention aux animaux de compagnie. Ça a l'air niaiseux, là, mais si le chat vous réveille en plein milieu de la nuit, vous étiez dans la période de phase paradoxale, c'est possible que vous ne soyez pas capable d'y retourner avant genre 4 heures plus loin. Et qu'ils viennent de gâcher en tant que tel la période durant laquelle vous auriez récupéré le plus d'un point de vue mental. Donc, faites très, très attention aux animaux de compagnie, là. Ça peut avoir l'air anodin, mais ça peut être très important. Essayez des techniques de relaxation pour vous aider à vous détendre physiquement et mentalement. Donc, ça peut marcher, entre autres le yoga, la méditation. Honnêtement, moi, ça me stresse, ça ne fonctionne pas. Et là-dessus, je suis comme en fait, Sonia Lupin. Je vais vous montrer son livre tout à l'heure. La directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal, elle dit dans son livre qu'elle, la méditation, ça la stresse. Il y a du monde qui ont de la misère à s'arrêter et à relaxer. C'est pas... Oui, Isabelle aussi. Il ne faut pas forcer les choses dans ce cas-là. Il faut que vous utilisiez ce qui marche pour vous en tant que tel. Donc, évitez les siestes en fin d'après-midi ou en soirée, jamais plus de 15 à 20 minutes. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'on a un système d'éveil, un système d'endormissement. Le système d'éveil en tant que tel, c'est comme s'il s'use tout au courant de la journée, toute la journée. C'est comme un ressort qu'on recrinque, là. Hein? Puis il va baisser toute la journée, puis rendu au soir, en fait, il va manquer de capacité, tout simplement. Si vous le rechargez durant la journée, le soir, il va arriver dans la période d'endormissement, puis il va combattre l'endormissement, tout simplement, parce que vous l'avez trop rechargé dans la journée. Et on sait donc que la sieste, ça peut être acceptable, mais 15-20 minutes. Puis là, bon, je ne vous chicanerai pas pour 30 minutes, là. Mais une chose est sûre, une sieste d'1 heure, là, c'est sûr que ça risque de nuire à la qualité de votre sommeil. Établissez un horaire régulier de lever, je vous en ai mentionné tout à l'heure. Et là, 16, l'autre point, en fait, qui est le conseil le plus important en tant que tel d'un expert sur le sommeil, donc que j'ai eu à l'émission, une des émissions de la 2e saison de La Santé Autrement, qui est une émission de santé intégrative en passant, qui est diffusée sur les ondes de Cogeco. Vous allez le trouver aussi sur YouTube. Le 16 en tant que tel, c'est de faire attention à vos attentes par rapport au sommeil. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se coucher le soir avec l'idée avec le fait qu'ils sont stressés de dormir, sont stressés de mal dormir. Puis ils ont tellement d'attentes par rapport au sommeil que ça les stresse en fait, puis ils se mettent eux autres même de la pression sur le fait qu'ils risquent de mal dormir puis de ne pas récupérer de leur nuit. C'est une bien mauvaise idée. Donc, quand vous allez vous coucher le soir, dites-vous tout simplement que c'est une période pour relaxer. C'est une période pour vous permettre de vous reposer, de vous déposer tranquillement, de regarder ce qui circule dans vos pensées. Prenez le temps tout simplement de regarder vos pensées, en fait, d'être attentif à ce que vous pensez, vos réflexions qui vont circuler dans votre tête, à relaxer. Puis probablement que ce qui va arriver, c'est que vous allez vous endormir. Tout simplement, vous ne vous en rendrez pas compte. Donc, c'est une attitude extrêmement importante à développer. Hein? Il y a une petite pensée qui circule que j'adore, là, qui dit que le soir, on devrait garder à l'esprit un souvenir qui nous crée un beau moment de bonheur, puis l'amener dormir avec nous, tout simplement. Donc, c'est plus dans cet esprit-là, en fait, qu'il faut aller se coucher. Donc, c'était mon 16e conseil. Maintenant, apprendre à se connaître. Je vous ai parlé tout à l'heure de Sonia Lupin, c'est que je vous ai mentionné au début de la conférence que c'est nous qui déterminons ce qu'on considère être stressant. Donc, si c'est nous qui le déterminons, ça veut dire qu'on est capable de le gérer nous-mêmes, qu'on est capable de décider nous-mêmes que ça ne nous stresse plus ou que ça ne nous stresse pas, ou de prendre conscience que cet élément stressant-là, on peut essayer de le mettre de côté tout simplement, déboulonner le processus, comme dit Sonia Lupin. Une très belle façon pour les gens qui ont beaucoup de problèmes d'anxiété d'apprendre à se connaître, c'est le livre Par amour du stress de Sonia Lupin. Là. Il a été réédité maintenant, la couverture n'est pas tout à fait comme ça, puis ils sont rendus à plus de 50 000 copies au lieu de 25 000. Là. C'est un livre extraordinaire pour vous apprendre à vous connaître puis à déboulonner le processus. À côté, vous avez en fait le livre aussi de Jean-Yves Dionne, qui est pharmacien, Bon stress, bad stress, c'est que ça va plus loin dans les trucs, les solutions. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant parce que Jean-Yves a couvert toutes les facettes
qui peuvent vous permettre d'agir sur le stress, en fait, qui peuvent vous donner d'autres outils. Donc, c'est plus complet au niveau des outils que vous pourriez considérer. Donc, c'est 2 livres, en fait, que je vous recommande. Maintenant, 3, développer la résilience. C'est drôle, la résilience, on en a parlé dans le cadre de la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas trop qu'est-ce que c'est en tant que tel, là. C'est une des facettes de la personnalité des gens centenaires. Les centenaires sont très résilients. Ça réfère à la façon de voir les choses en tant que tel qui nous aide à enlever de la pression qu'on ressent constamment. Donc, les éléments que je vous donne là, c'est le genre d'éléments que vous devriez écrire sur le frigo tout simplement, puis les relire jour après jour. Vous finiriez par développer de la résilience. En fait, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit constamment. Puis à un moment donné, on le devient de plus en plus. Donc, vous pouvez vous adapter. Vous l'avez déjà fait face à des difficultés par le passé, puis vous les avez traversées avec succès. Donc, ça, c'est de la résilience. C'est de dire, regarde, je l'ai déjà fait dans le passé, ça ne m'a pas tué, ça ne me tuera pas aujourd'hui non plus. Essayez de réfléchir de façon calme, mais proactive. Donc, il faut être en mode solution, ce qu'on appelle habituellement. Tolérer l'incertitude. C'est normal de ne pas savoir comment les choses vont évoluer. Là, ici, je vais vous dire de quoi qui fait rire habituellement, là, ou plutôt qui fait sourire les gens. On va prendre un exemple bien anodin. Là. Il y a des gens qui ne sont pas capables de s'empêcher de regarder la météo. Puis moi, quand je lui demande, ben oui, mais ça te sert à quoi, là? Je veux dire, la météo, ils ont de la misère à prédire ce qu'il va faire demain. Habitué, tu sais, 40 des cas, peut-être bien 50, ils vont se tromper. Savez-vous quoi? Moi, je ne la regarde pas. Je ne regarde pas la météo. Zéro une barre. Dans ma tête, à moi, là, il va faire beau demain, après-demain. Ben là, ici, c'est vrai, par exemple. Mais habituellement, il va faire beau demain, après-demain, puis l'autre après-demain. Puis au pire, si j'ai à être déçu, je vais être déçu rendu là. Je ne vais pas être déçu 3 jours à l'avance pour me rendre compte que la météo a peut-être bien se tromper. Comprenez, dans le fond, que c'est ça, tolérer aussi l'incertitude. On n'a pas besoin de le savoir. Hein. Ça va changer quoi dans notre vie? Là? Je comprends des fois qu'il y a des gens qui pourraient retarder un voyage, qui pourraient peut-être retarder du camping ou je ne sais pas quoi. Là. Bon, il y a des cas d'exception, mais de façon générale, on n'a pas besoin d'être au courant de tout ça pour s'inquiéter nous autres mêmes ou pour nourrir notre sentiment d'inquiétude. C'est ça, tolérer l'incertitude. Éviter les médias qui ne font que dramatiser la situation. Écoute, ça, ouais. En tout cas, je ne vous en parlerai plus, là, mais moi, je trouve que c'est épouvantable. C'est un peu, gardez à l'idée hein, que c'est un peu comme si on mettait des animaux dans une cage, là, on mettait un écran de télévision à côté avec du feu dedans en permanence. Savez-vous ce qui arriverait? Après probablement quelques semaines, ils seraient dépressifs, les animaux. En fait, ils arrêteraient de manger, puis ils tomberaient malades. Ben, c'est ça qu'on fait, nous autres, en écoutant une nouvelle le soir ou en écoutant une nouvelle à la télévision. Je veux dire, ils nous bombardent d'éléments négatifs comme si c'était toujours la fin du monde. Là. Je veux dire, à tous les hivers, ils nous annoncent 4 fois, en fait, la température, la tempête du siècle. Là. Moi, personnellement, honnêtement, pour un gars qui vient du Lac-Saint-Jean, là, en bas de 4 pieds de neige, on appelle pas ça une tempête, nous autres. Fait que ça ne sert à rien de s'inquiéter constamment. Rappelez-vous que l'humanité a déjà traversé des situations difficiles par le passé. Donc, c'est des éléments de résilience. 4, trouver des trucs qui nous conviennent. Donc ici, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, ce n'est pas une question de tout mettre en application. C'est juste un listing pour vous faire penser à des trucs que peut-être pour la gestion du stress, vous n'avez jamais considéré que vous allez peut-être dire « Ah ben oui, moi je pourrais faire ça ». Renforcer vos liens sociaux, parler de vos sentiments. Je l'ai dit tantôt, c'est la façon de développer, entre autres, la personnalité des gens centenaires. C'est très efficace pour la gestion du stress. L'activité physique, elle l'est, hein? Entre autres, l'activité physique intense. Pourquoi en tant que telle? Parce qu'en situation de stress, on va mobiliser beaucoup d'énergie pour nous permettre de combattre ou fuir. Si vous ne la dépensez pas, l'énergie, vous restez avec un niveau d'énergie très élevé. C'est comme si votre niveau de stress est en permanence, en fait, en train de pousser, de vous dire Hey, j'ai tout ce qu'il faut pour te permettre de combattre, pour fuir. Ah ouais, bats-toi, t'es capable. Mais oui, mais là, je n'ai pas besoin de me battre. Mais de stress, c'est comme. Ben, si tu dépenses l'énergie en question, tu vas baisser le niveau d'un coup sec, en fait, puis ton niveau de stress va baisser. Dans mon cas, moi, c'est ce que je préfère. C'est l'activité physique intense. C'est brûler mon stress, tout simplement, en faisant de l'activité physique. Et vous voyez, malgré le fait que je connais toutes les facettes, je suis quelqu'un qui a une tendance à faire beaucoup d'anxiété très facilement. Donc, j'ai appris tout simplement à le gérer. J'ai appris à vivre avec. En fait, ça m'a amené à avoir beaucoup d'éléments. J'ai testé beaucoup de choses. En fait, dans mon cas, je vous le dis, c'est l'activité physique intense qui marche le mieux. La méditation, relaxation, il y a beaucoup de gens pour qui ça fonctionne. La musique peut être une belle solution. Il y a 2 applications gratuites qui sont fantastiques. Petit Bambou, qui permet de faire de la méditation, ou encore Respire, Relax, qui vous fait faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est gratuit. Respire, Relax, ou encore Petit Bambou, sur vos téléphones ou vos tablettes. Les oméga-3 ont un impact sur l'amélioration de la gestion du stress, donc ça réduit en tant que tel l'incidence, ou ça réduit la du stress ou de l'anxiété. Donc, ça peut venir bien sûr des aliments. Les aliments, c'est les poissons gras et du côté ou encore par la prise de suppléments.
Attention à la caféine. Donc, café, boisson énergisante, ça augmente l'anxiété, ça augmente la facilité à faire du stress. Réduisez les sucres raffinés. Tout ce qui est sucré, raffiné, malheureusement, c'est pas bon pour le stress. Augmentez votre consommation d'antioxydants, donc tous les légumes en très grande quantité et un petit peu de petits fruits, c'est excellent. Améliorez votre sommeil par les éléments d'hygiène de sommeil que je vous ai présentés tout à l'heure. Maintenant, 5, utilisez des produits de santé naturels, des produits naturels de qualité, au besoin. Euh, Quelques petits éléments juste pour vous souligner que les produits naturels, ce n'est pas tous équivalents. Faites attention à ce que vous trouvez dans le marché. La réglementation canadienne, malheureusement, a beaucoup de défauts. On a une réglementation qui n'est pas pire au Canada pour beaucoup de facettes. Ça gère beaucoup plus le risque que l'efficacité, hein, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de différences dans la qualité, souvent au niveau des ingrédients qui sont présents en faible quantité. Je suis à l'origine des produits Vitali qui ont été développés justement pour rendre disponibles des produits plus efficaces. Donc, on a tout un paquet de produits. L'objectif d'asseoir n'est pas de repasser ça, c'est juste de vous donner quelques conseils sur ceux qui s'appliquent spécifiquement aux problèmes de stress et de sommeil. Ce qu'on a fait de différent dans les produits Vitali, puis j'en parle demain soir lors de la conférence en passant, c'est qu'on a sélectionné les ingrédients ayant le plus de support scientifique pour chacune des applications. On est allé pour uniquement des ingrédients standardisés et on a garanti toujours la dose telle que démontrée en études cliniques. Donc, ça a amené une plus grande efficacité au niveau des produits. Dans les problèmes de stress, on a 3 produits qui peuvent être utiles. Stress, anxiété, sommeil et énergie. Et là, vous allez dire, ah oui, pourquoi énergie? Ça ne va pas. Non, énergie, ce n'est pas un stimulant en tant que tel. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, pour le sommeil, il y a 2 solutions. Je vais recommander à tout le monde habituellement d'essayer en premier Vitali Sommeil, mais sachez qu'on a pratiquement 50 des gens qui, pour les problèmes de sommeil, vont utiliser stress-anxiété parce qu'ils vont préférer ça. Donc, ça peut être une question de préférence, ça peut être aussi une question de mieux répondre à certains ingrédients qui sont présents dans un ou dans l'autre. Donc, Vitali Sommeil va aider à la fois à l'endormissement, à faire une nuit complète, puis à avoir un sommeil plus profond et réparateur. On le prend toujours, toujours, toujours avant de dormir, jamais au milieu de la nuit en tant que tel, parce qu'il contient de la mélatonine. Vitali Stress Anxiété ne contient pas de mélatonine, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser soit avant de dormir ou soit durant la nuit. C'est une alternative extrêmement intéressante pour les gens qui se réveillent à 3 heures de la nuit. L'écureuil recommence à courir. En fait, ils sont en train de repasser en revue. Là, Isabelle fait oui, 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 je sais que c'est ton cas. Ils sont en train de repasser en revue tous les dossiers du lendemain, en fait, la pile de trucs de travail qui est sur la table. Bien, si vous voulez arrêter ça pour réussir à vous rendormir, là, levez-vous, prenez une capsule de Vitali Stress Anxiété avec un petit peu d'eau, marchez un petit peu dans la maison, puis retournez vous coucher. Normalement, ça devrait vous permettre de compléter tout simplement la nuit. Ça fonctionne très bien. C'est ce que je fais, moi, quand ça m'arrive en passant, là, parce que je vous l'ai dit tantôt, j'ai tendance à être anxieux en tant que tel, donc ça m'arrive, moi aussi, ces problématiques-là. Dans les 2 cas, regardez, notez bien en dessous, c'est important, c'est des produits qui sont très concentrés. La grande majorité des gens, une seule capsule suffit. Donc, souvent, dans les produits Vitali, dans une capsule, vous allez avoir l'équivalent de 3 puis 4 fois la quantité que vous trouvez dans des produits concurrents. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur une bouteille et ils disent ah, c'est marqué qu'on peut en prendre 2. Moi, si j'en prends pas 2, ça ne marchera pas. Mais dans notre cas, ce n'est pas vrai, en passant. Dans le cas de Vitali Sommeil, par exemple, c'est rare que les gens ont besoin d'en prendre 2. Les cas qui en prennent 2, souvent, c'est des cas de sevrage, en fait, de somnifères chimiques. Donc, essayez juste une capsule en premier. Habituellement, c'est amplement suffisant. Au niveau des problèmes de stress le jour, donc il y a 2 alternatives en tant que telles. Il y a bien sûr stress-anxiété que je vous ai mentionné tout à l'heure, en fait, qui peut être pris durant le jour. Il agit en 30 à 40 minutes à la première capsule. Donc, vous n'avez pas besoin d'en prendre tout le temps. Vous pouvez le prendre au besoin. Donc, c'est vraiment très, très utile. Puis, vous allez voir tout à l'heure, je vais même vous parler d'un petit nouveau format qu'on a, là, de paquet 10, en fait, qui est plus facile à traîner. Donc, vous pouvez le prendre au besoin. Vitali Énergie, c'est pour la fatigue intellectuelle, les sensations de faiblesse, la déprime, entre autres, et le stress chronique. Donc, les gens qui font du stress chronique, qui ont des problèmes de fatigue dus au stress chronique, qui ont tendance à être déprimés, la bonne alternative, en fait, des produits naturels pour la déprime, c'est justement Vitali Énergie. Ça va augmenter votre capacité de concentration et la vigueur intellectuelle. Donc, ça peut être pris aussi pour des gens qui sont fatigués, tout simplement. La semaine a été longue, le boss est trop exigeant, tu sais, comme Isabelle avec ses employés. Puis là, vous avez besoin tout simplement d'éviter de prendre du café à partir de 3 heures de l'après-midi. Vous cherchez une alternative. Donc, Vitali Énergie, c'est un bon moyen, tout simplement, en fait, de réduire les impacts du stress chronique. Et encore là, lui aussi, c'est la même chose. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 capsules par jour, mais normalement, une seule capsule va suffire. Et là, ce soir, petite surprise en tant que telle, pour faire plaisir à tout le monde, on a permis un code rabais sur les 3 formats, parce qu'on est rendu avec 3 formats de produits sur ces 3 produits-là.
le 60, le 30 et le format de 10 capsules. Donc, les 3 formats. Donc, c'est le temps en passant, si vous voulez acheter des formats de 10 capsules, en avoir à la portée de la main pour pouvoir les traîner, que ce soit en voyage, que ce soit en fait au travail, tout simplement. Là. Regardez de quoi ça a l'air. Donc, ça vous permet de les amener avec vous. Donc, je les ai apportés en voyage. Oups. Donc, ça, entre autres, hein, vous voyez, je C'est les apporte. très, très pratique, Éric. Tu m'en as donné qu'on s'est vu au Saguenay. Puis moi, quand je dors à l'extérieur, je dors très mal. Je trouve ça très pratique d'amener ça dans nos valises. Hein. C'est vraiment le bon format. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je les ai moi-même amenés en voyage, comme vous voyez. Et si vous avez des questions là-dessus sur l'usage ou quoi que ce soit, écrivez-nous à info.vitoli.ca. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Et donc, en conclusion, le stress, c'est avant tout un point de vue, ça dépend de chaque personne. Hein. J'en ai parlé plusieurs fois durant la conférence, donc c'est à vous d'apprendre à vous connaître, c'est d'apprendre à connaître aussi qu'est-ce qui vous stresse. Il facilite la prise de poids tout en augmentant l'appétit et en développant un sentiment de récompense. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on en est plus conscient, on a une meilleure réaction par rapport à ça. Puis on peut savoir que même si vous avez le goût de vous récompenser, résistez peut-être à manger des trucs full sucrés ou encore de la malbouffe parce que vous êtes en réaction tout simplement à du stress ou à des problèmes, en fait, psychologiques. Donc, il faut apprendre à se connaître, améliorer son sommeil en premier, développer la résilience, trouver des trucs qui vous conviennent à vous. Donc, ce n'est pas une question de tout appliquer, c'est tout simplement connaître ceux-là qui vous amènent et utiliser donc aux besoins des produits de santé naturelle de qualité. C'est tout à fait acceptable. Donc, quelques références tout simplement de la conférence de ce soir.